Donc moi, gentiment, Jacques m'a présenté comme un expert et je représente donc un think tank qu'on a créé cette année avec des experts qui considèrent que finalement le problème n'est pas technique mais que le sujet est politique. C'est de façon d'ailleurs assez générale parce que quand vous regardez tous les problèmes de régulation, les choix sont politiques et non pas techniques. Si les problèmes étaient que techniques, on sait les régler. Jacques m'a fait des compliments, mais moi j'ai une dream team avec moi. J'ai Christine, par exemple Benoît, qui est présidente de la Commission Corpus, c'est le premier expert qui a fait des opérations d'actionnariat en Chine du temps de Thomson Multimédia. J'ai mon ami Hugues Garros, avec lequel on a fait des propositions d'une nouvelle formule, vous verrez, qui lui est un expert aussi sur les problèmes assurances. Et finalement, à force de traiter ces problèmes-là, on en a considéré que finalement le problème n'est pas technique, le problème il est politique. Et je vais dire des choses désagréables à Madame Alliot-Marie Curie, justement par provocation, tant mieux, parce que je sais que vous attendez ça. Et d'abord, je vais quand même dire à Monsieur Baligan qui ne sait pas ce que c'est qu'un fonds de pension, et ce qui m'inquiète plus, c'est que Monsieur Beffa ne sait pas ce que c'est qu'un fonds de pension. Arrêtez de caricaturer. Si vous voulez qu'on progresse, arrêtez de caricaturer. Un fonds de pension, il a une gestion longue. C'est forcé. Ce que vous faites comme confusion, c'est les money market funds, c'est les hedge funds, mais c'est pas les fonds de pension. Et Monsieur Beffa, il a des fonds de pension chez Saint-Gobain. Faut arrêter de... excusez-moi, ça m'énerve parce que ce pays fait des anathèmes sur la finance, sur les fonds de pension. C'est caricatural et par rapport aux experts, vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas sérieux. Donc, déjà un premier point, arrêtons de caricaturer si on veut avancer. Un fonds de pension, c'est une caisse de retraite. Vous croyez qu'avec des durations sur 40 ans, voire sur 60 ans, on va faire tourner les portefeuilles tous les 8 jours? C'est pas possible. Mais non. Par contre, les hedge funds, oui. Par contre, les money market funds, c'est-à-dire, en fait, les SICAV de trésorerie, ou des produits courts, oui. Bon, mais il faut arrêter de dire que les fonds de pension, c'est ça qui fout le feu à la planète. C'est pas ça qui a foutu le feu à la planète. Et j'en viens maintenant aux 4 raisons où j'estime, avec mon think tank, que la participation n'a pas marché, non pas dans sa dimension financière, mais dans sa dimension politique. Parce que la situation que vous dénoncez, et je vais être clair, Monsieur Baligan, je suis un ancien syndicaliste, 5 ans au comité confédéral de la CGC. J'étais, avec mes collègues, taxé de gauchiste de la CGC. J'ai été au Parti Socialiste, à la section de Renault. J'ai déchiré ma carte un jour, je vous expliquerai pourquoi, et je ne le regrette pas vu l'évolution du Parti Socialiste. Mais je crois fondamentalement qu'on peut relier le social et l'économique. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est d'ailleurs la philosophie gaulliste. Bon. Mais là aussi, si vous voulez, quand j'entends le partage de la valeur ajoutée, c'est là encore, par rapport à quelle période ? Si vous le faites avant le choc pétrolier ou après le choc pétrolier. Bon, donc arrêtons dans ce pays de se figer dans des positions antagonistes parce que c'est pas comme ça qu'on sortira par le haut. Pourquoi je pense que le politique a failli en 67? Parce que sous la pression de la CGT et du patronat, on a restreint le concept de la participation à sa dimension financière. Nous avons royalement acheté les consciences en faisant de la participation un mécanisme de partage de profit qui s'est depuis largement financiarisé sous l'impulsion d'acteurs du marché qui aujourd'hui finalement orientent les politiques sociales parce que le fléchage du PERCO, M. Baligan, c'est jamais les entreprises qui l'ont demandé, c'est l'AFG. Bon, donc première raison, le politique n'a pas eu le courage d'aller dans l'esprit de ce que le général de Gaulle voulait. Quand vous dénoncez la situation des entreprises, mais oui, la participation au capital, à l'organisation, c'était ça le vecteur de la transformation sociale. Et c'est ça qui a failli. Parce qu'on a cantonné la participation à un problème de fric. Voilà. Donc, première erreur, pourquoi les politiques, et notamment les gaullistes, n'ont pas eu le courage, vis-à-vis du patronat et de la CGT, d'aller au bout de l'idée gaulliste. C'est ça, on le paye aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Je suis l'ancien délégué général de Fondac, qui a quitté Fondac pour des raisons éventuellement que j'expliquerai à M. Baligan.
À cause des forces de marché, justement. Ouais, je ne vais pas devoir vous séparer, là, tous les deux. Non, mais je le dis très clairement, j'ai voulu qu'au sein de Fondac, on revienne à l'idée originale de la participation, parce que je ne voulais pas qu'on me parle du PERCO à tout bout de champ. L'épargne salariale, c'est quelque chose, mais on ne doit pas orienter les politiques sociales des entreprises, notamment dans une vision de transformation sociale, à partir de l'épargne salariale. Ça n'a pas de sens. C'est pas le problème. Et quand vous avez des acteurs qui sont puissants parce qu'ils ont des ressources et que dans le cadre des réunions de place à Bercy auxquelles j'ai participé, la seule chose qui intéresse, c'est comment on fait gonfler les encours, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est il faut réhabiliter, repositionner politiquement la participation parce que c'est la seule alternative aujourd'hui de sortir la crise que nous connaissons, la fracture qui s'est faite entre les dirigeants par manque d'exemplarité, les cadres qui sont usés aujourd'hui, à telle enseigne que le dernier sondage montre qu'ils n'ont plus de prise sur les choses, bon, etc. Donc, premièrement, l'échec de la participation dans la transformation sociale, c'est la faute des politiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des choses de faites, il y a plein eu de choses de faites. Mais, fondamentalement, on n'a pas eu le courage d'aller au bout de l'idée gaulienne. Moi, je voudrais qu'on revienne à l'idée gaulienne. Le deuxième, c'est que la culture managériale dans ce pays n'est pas en adéquation avec cette philosophie. Combien d'heures de formation au management vous avez à l'école des mines ? Combien d'heures de management vous avez à Polytechnique, c'est-à-dire l'élite de l'élite? Moi, j'enseigne au CNAM, à l'université d'Evry. Je peux vous dire que l'enseignement du management, de la conduite des hommes, des valeurs, c'est insignifiant. Quand je dis insignifiant, c'est insignifiant. Parle-t-on de la participation à la fac? Jamais. Jamais. Donc, pourquoi le patronat ne veut pas de la participation? Parce qu'il est resté dans la prégnance qu'on était toujours dans un conflit de classe et que le salarié n'a pas l'aptitude, même s'il est organisé, de participer à ce que voulait le général de Gaulle, c'est-à-dire une association à la réflexion, à l'organisation. Il y a toujours dans ce pays, sauf dans les jeunes générations, il y a toujours la prégnance que les soviets au conseil d'administration, ça ne peut pas marcher. Alors ça a évolué avec l'actionnaire salarié grâce à M. Balladur. Moi, j'ai été responsable de la prédation de Paribas, j'ai géré 4 millions d'actionnaires. J'ai vu la transformation sociale de l'actionnaire salarié. J'ai été à l'initiative de la FAS, et donc j'ai vu ce que pouvait provoquer la transformation. J'ai, avec mon ami Jean-Marie Descarpentries, travaillé sur le redressement de bulles, et nous avons vendu des actions personnelles dans une société déficitaire, et grâce à la mobilisation du personnel, nous avons redressé l'entreprise. Et puis quand le management a changé, qu'on est revenu à des critères financiers, on est reparti dans l'autre sens. Donc, le management n'est pas en adéquation. Avec Jean-Marie Descarpentries, on a été voir Madame Parizeau. On lui a dit, ça serait bien que le MEDEF, puisque vous voulez une approche sociétale, ça serait bien que le MEDEF relance la participation, etc. Et on a fait le tour de France, avec Jacques d'ailleurs, mon ami, et j'ai été co-rédacteur du guide du MEDEF sur l'épargne salariale. Et à un moment donné, j'avais écrit, parce que j'en ai écrit une grosse partie, j'avais écrit gestion participative. Et là, les gens du MEDEF me disent, non, pas gestion participative. Bon, c'est un gros mot. Oui, c'est un gros mot parce que ça veut dire cogestion et on ne veut pas cogestion. Et je leur dis, arrêtez. On est au XXIe siècle. Il ne faut pas vous arc-bouter sur une vision ancienne, historique que vous pouvez avoir. Dieu merci, aujourd'hui, l'intelligence de nos sociétés, celles qui vont faire d'ailleurs la troisième révolution industrielle, veut qu'on mobilise le capital intellectuel des entreprises et qu'on essaie de le fidéliser au capital. Donc forcément, quand vous aurez des gens qui ont bac plus 6, bac plus 8 et moins encore, eh bien, pour les fidéliser, il faut jouer le jeu démocratique. D'ailleurs, M. Baligan parlait de l'IFA. C'est intéressant parce qu'il y a aussi Gomez à Lyon qui a fait un gros travail sur les administrateurs salariés. Et quand vous discutez avec Bouygues, que vous discutez avec un certain nombre de choses, ils reconnaissent le mérite de la formation des administrateurs salariés actionnaires. Parce que eux, au moins, ils ont mis de l'argent, ils ont une légitimité. Moi, un administrateur salarié qui n'a pas mis de l'argent à l'entreprise, je n'y crois pas.
c'est pas le même rapport dialectique dans l'entreprise. Donc déjà, il y a la dimension managériale. La troisième dimension, c'est les forces de marché. J'en ai un peu parlé, mais M. Baligan est un peu responsable de ça. C'est que la loi de 2001... Il est parti, non? Oui, mais c'est pas grave. Vous pourrez lui dire. De toute manière, je l'ai déjà écrit. Je pense que la loi de 2001, subtilement, a substitué à la notion de participation la notion d'épargne salariale. Et le jour où on a plus parlé d'épargne salariale que de participation, on est rentré dans une autre logique. On est rentré dans une logique qui n'était pas incompatible d'ailleurs avec l'idée que se faisait le management de ce qu'on appelle en anglais le profit sharing. Mais c'est pas le profit sharing, c'est pas la participation au sens gaulien. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est des intéressements, les stock options participent du profit sharing, etc. Et d'autres produits exotiques encore, si vous voulez. Donc, il y a cet aspect-là qui me semble important. Et le dernier point, parce que je vais faire court, alors là, je suis encore provocateur, mais parce que là, c'est l'expert qui vous parle. L'administration dans ce pays a sa doctrine. Les gouvernements passent, l'administration reste. Savez-vous que l'épargne salariale, c'est plus de 345 pages de circulaire. À telle enseigne qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un texte nouveau, on complète plus la circulaire, on fait des questions-réponses parce que c'est plus simple, on est tellement perdu. Plus de 345 pages. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le politique avance, l'administration détourne. Parce qu'elle met de la complexité dans les process, qu'en plus, la cause n'a pas la même doctrine que Bercy au niveau fiscal, et donc, si vous voulez, on a des distorsions d'interprétation entre ce qui relève de la cause et de la sécurité sociale sur les avantages sociaux, de ce qui relève de la fiscalité en tant que telle. Il n'y a pas d'alignement. La cause est très rapide à tirer. D'ailleurs, ça c'est très intéressant. Quand on attend, si vous voulez, les précisions, on a surtout les circulaires en premier de la cause, et M. Larcher a fait beaucoup pour la participation. J'ai travaillé avec M. Degnaud sur les accords d'intéressement. Je me rappelle de la première réunion avec M. Degnaud, puisque c'est nous qui avions lancé cette idée-là. Il y avait M. Degnaud, le conseiller de M. Larcher, et il y avait quelqu'un du ministère du Travail. Et donc on expose pourquoi on pense que les accords de projet, d'intéressement de projet, c'est intéressant. Parce que j'avais constaté, si vous voulez, qu'entre les grands donneurs d'ordre et les sous-traitants, en fait, il y a toujours un cocu, les salariés des sous-traitants. Pourquoi? Parce que chez Renault, la participation montera toujours, mais la participation chez Valeo, etc., elle sera toujours en baisse. Et quand on avait été à Montauban, tu te rappelles, on avait vu un sous-traitant du secteur automobile, et on avait fait avec Jacques le messianisme de la participation, et le chef d'entreprise nous dit, ça ne marche pas votre truc. Et là, on est un peu décontenancé avec Jacques. Et on lui dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Nous, on pense que ça marche. Il dit, non, moi, vous savez, je suis sous-traitant d'Airbus. J'ai donc le plan PowerNext. Boum. On me tire les prix. Et j'ai le plan de M. Gosn, moins 8% de baisse sur 3 ans. Avec l'harmonisation du SMIC, on a cassé mes échelles salariales. Mon contremaître, il n'est pas plus payé qu'un ouvrier. Donc à partir de ce moment-là, j'ai plus de grain à moudre. Et deuxièmement, j'ai plus d'échelle salariale qui permet de motiver les gens. Donc votre truc, il ne peut pas marcher dans mon truc. Bon, c'est ça la réalité du tissu des PME. M. Baligan a fait tout un plaidoyer, etc. Le problème, pourquoi on n'arrive pas à développer dans les PME la participation et les formules d'intéressement? Plus l'intéressement parce que meilleure capacité, d'une part, d'associer des objectifs concrets, y compris de performance et pas simplement de rentabilité, mais surtout parce que, si vous voulez, quand on vend, je dis bien quand on vend de l'intéressement à la participation, on dit à un chef d'entreprise, le truc qui tue et qui nous a tués au niveau fiscal, c'est quand tu donnes 1000 € de prime à quelqu'un en salaire, bah ça te coûte à peu près les charges supplémentaires, et lui, comme il est fiscalisé, ben, il lui reste pas beaucoup. Si tu lui files 1000 € dans un contrat d'intéressement, c'est tout bénéfice pour toi et pour lui. On a vendu de la fiscalité. On n'a pas vendu de la participation à l'intéressement. On a vendu de la fiscalité avec une acculturation sur les drivers de performance. Et je reviens à ce que je disais, l'administration. Donc, quand on a commencé à parler de ces accords de projet, l'experte du ministère du Travail nous a dit ça, c'est pas possible. Elle prend son code du travail,
Et Isabelle Debré m'a dit exactement la même chose sur un certain nombre de dispositifs qu'elle avait essayé de faire passer. Et l'illustration vous dit non. C'est pas possible. Donc, alors là, vous vous dites, attendez, si le ministre veut donner une impulsion politique, l'administration suivra. Les textes, le Parlement va les voter à partir de ce moment-là. Donc, vous avez, voilà, en résumé, il faut que le politique reprenne la main sur la participation avec le courage de ce qu'était la vision gaullienne. Sinon, on n'en sortira pas. 2, il faut, au niveau du management, faire des pressions supplémentaires. C'est clair que ce qui est préoccupant, c'est ce que dit Jacques, c'est que les jeunes générations ne sont plus en France. Moi, j'ai discuté avec Patrick Ricard à un moment donné, on discutait de ça, et à un moment donné, il s'énerve, et il me dit, Monsieur Tourtier, finalement, vous savez, en France, ce qui se passe, je m'en moque. Les 35 heures, je m'en moque. Moi, je suis maintenant en Russie. Je suis en Angleterre. Je suis... etc. Donc, ils veulent faire les 35 heures, etc. Eh bien, on répercutera sur les prix. C'est pas un problème, ça, on sait faire. Mais, en tout état de cause, tout ceci, maintenant, vous comprenez, on est ailleurs. Et ça, je suis d'accord. C'est le véritable danger. C'est que nous avons des managers... Je vous rappelle, les sociétés du CAC 40, c'est 6 millions de salariés, 1 500 000 en France, et en baisse continue. Donc le gros du CAC 40, qui est détenu d'ailleurs par les non-résidents, faute d'avoir eu des fonds de pension dans ce pays, entre parenthèses, c'est la majorité de la richesse créée dans le CAC 40, c'est ailleurs qu'elle se fait. Parce que si on faisait des analyses sectorielles de la rentabilité en France, des branches et des unités d'une partie des sociétés du CAC 40, on verrait qu'elles sont à minima de la rentabilité, si ce n'est déficitaire. Et par le jeu des prix de transfert, qui n'est pas très transparent, et vive la loi qui vient d'être votée, parce qu'on va pouvoir, à travers les prix de transfert, externaliser un peu mieux la réalité de la composition de la création de richesse, eh bien, grâce à ça, peut-être qu'on aura une meilleure vision de qu'est-ce qui est créé comme richesse en France et qu'est-ce qui est créé à l'international. Et donc, voilà, il y a des défis importants. Et le dernier défi, c'est arrêtons de raisonner comme si on était encore dans un tissu économique du XXe siècle. Aujourd'hui, il faut réussir la troisième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, ça va être des compétences qui vont conjuguer des process, de l'informatique, des télécommunications, et c'est grâce à ça, si vous voulez, qu'on va pouvoir remettre de la valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que le gros de notre tissu français aujourd'hui, c'est la tertiarisation, où vous avez des faibles marges, donc une faible valeur ajoutée, un SMIC qui progresse, et donc le fait que vous ne pouvez pas développer décemment des modes d'intéressement dans un modèle économique de cette nature. Je vous rappelle, il y a 4 500 000 ouvriers et salariés dans ce pays qui sont non qualifiés, qui gagnent moins de 40% de la médiane du salaire des ouvriers qualifiés. Et on ne remonte à 20% dans leurs revenus que par le jeu des transferts sociaux. Comment voulez-vous, pour ces 5 millions de salariés employés, comment voulez-vous faire de la participation ? C'est impossible. Or, il y a 8 millions de salariés couverts sur les 16 dans ce pays par des systèmes de participation. Ben, si vous topez les 4, il reste plus que 3 millions de gens qui pourraient avoir le bénéfice de la participation. Voilà. Donc, nous, on a l'avantage chez Génération RX, c'est qu'on est sur le terrain, on est des experts, et on a un décodage de la situation qui, finalement, est plus revendicatif. Parce que notre message, c'est de vous dire, politique, reprenez la main. Reprenez la main sur la philosophie, reprenez la main sur l'administration, reprenez la main sur les forces de marché qui font les politiques sociales. Moi, j'ai participé à beaucoup de réunions de Bercy avec les assureurs, les mutuelles, les groupes de protection sociale. C'est business. Et la participation, transformation sociale, non, c'est pas ça. Voilà.